L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Philippe Flamand sur BFM Business. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'entreprise BFM, l'émission qui chaque week-end sur BFM Business vous donne envie d'entreprendre avec bien sûr Philippe Flamand, rédacteur en chef du magazine L'Entreprise. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Philippe avec lequel nous accueillons ce week-end notre invité du week-end de l'entreprise BFM. Ce week-end, Pascal Veillat, le président, directeur général de Meusonic Sericade, une entreprise pas forcément connue du grand public mais que vous allez mieux connaître dans quelques instants. Nous découvrirons ensuite quelques conseils de management avec David Letissier, maître de conférence à l'université Paris 12. Et je le disais, Philippe, on accueille ce week-end un entrepreneur dont l'entreprise n'est pas forcément connue du grand public, mais on va découvrir son parcours passionnant. Pascal Veillat, président, directeur général de Meusonic Sericade. Eh bien, à l'heure où produire et consommer français devient un slogan récurrent dans la campagne présidentielle, le parcours de Pascal Veillat est à bien des égards emblématique. Parce qu'il parle d'industrie et de PME qui ambitionnent de grandir pour devenir ETI, entreprise de taille intermédiaire, ces grosses boîtes indépendantes, souvent familiales, dont nous manquons tellement en France et qui font le bonheur économique de nos voisins allemands. Pascal Veillat, ingénieur en électromécanique, a d'abord fait carrière dans de grands groupes, chez Thomson CGR, compagnie générale de radiologie, et chez General Electric, en France, puis en Espagne, puis à nouveau en France. Responsable achat, directeur d'usine, directeur industriel, directeur du SAV, il caresse déjà à l'époque le projet de se mettre à son compte en rachetant une société. En 1999, il est nommé à la tête d'une filiale en Allemagne. 3 ans plus tard, sa mission s'achève. Il est alors contacté par un de ses anciens fournisseurs pour reprendre une PME lorraine spécialisée dans la sous-traitance électronique pour la défense. C'est le bon moment. Pascal Veillat quitte General Electric et se lance dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. En novembre 2003, il rachète Meusonic, installée comme son nom l'indique dans la Meuse, au nord de Verdun. L'entreprise de 80 personnes créée en 1979 sous la houlette du groupe Dassault a diversifié ses activités militaires au fil des années en se développant notamment dans les télécoms civils. Pascal Veillat veut d'emblée créer une activité de R&D pour échapper aux contraintes de la sous-traitance. Il lui faudra 5 ans pour y parvenir et faire de sa société un des leaders mondiaux des ondes hyperfréquences utilisées pour les radars et les satellites. Meusonic pèse alors en 2008 quelques 11 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 85 salariés, une taille encore insuffisante pour aborder des marchés conséquents. C'est pourquoi la PME meusienne a fusionné à l'été 2010 avec un de ses concurrents normands, la société Sericab. Une association d'égal à égal par échange de parts et pas un rachat, insiste Pascal Veillat, qui décrit ce rapprochement comme un coup de foudre industriel. Les deux sociétés complémentaires sont désormais plus fortes pour décrocher des marchés. Résultat, une croissance organique de 20% et une nouvelle dimension business. Grâce au rachat en novembre dernier d'une filiale du groupe Astelflash à Saumur, Meusonic est désormais un groupe de 200 personnes qui a réalisé 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011. Objectif 100 millions d'euros dans 5 ans grâce à de nouvelles croissances externes. Un développement que Pascal Veillat et son associé François Paric-Miller veulent financer en faisant entrer des fonds d'investissement à leur tour de table au printemps prochain. Merci Philippe Flamand. Bonjour Pascal Veillat. Bonjour. Belle aventure. Ah, ça commence. Ça commence. Alors elle démarre tard finalement parce que vous avez longtemps été salarié. Oui, tout à fait. Est-ce que Philippe évoquait le fait que vous caressiez le projet à un moment de reprendre une entreprise? C'était dès le début ça ou pas du tout? Oui, non. Depuis le début. Depuis votre premier job de salarié. Premier job de salarié. J'ai déjà d'ailleurs dit à celui qui m'a recruté au départ. Donc c'est quoi le premier job de salarié après vos études d'ingénieur? J'étais aux achats. Donc quelle société? Thomson CGR. Donc là. Et vous lui avez dit je viens mais je vous préviens je peux me barrer à tout moment. Oui, non mais il m'avait demandé quelle était mon ambition à terme et voilà j'avais dit dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien. Et qu'est-ce que vous aviez le sentiment de devoir apprendre avant de le faire au point de passer quand même de très nombreuses années en tant que salarié? De connaître différentes fonctions de l'entreprise. Au départ, les achats, puis la production. Et en fait, à chaque fois, j'ai essayé d'élargir un peu le champ des compétences pour éviter d'être spécialisé, puisque dans les grands groupes, on vous spécialise très rapidement. Oui. Et donc là, essayer d'étendre mes compétences de plus en plus pour connaître à la fois la production, l'engineering, les ressources humaines, les relations sociales, puis le commerce. Alors ça veut dire, Pascal Veillat, que vous avez vraiment planifié ça? C'est-à-dire qu'est-ce que à chaque fois que vous preniez un nouveau job, vous aviez toujours en tête ce projet d'entreprendre ou de reprendre, et vous disiez il me manque peut-être un peu le côté, je sais pas quoi, je dis international en allant en Espagne, j'en sais rien. Ça fait partie de votre cursus ou pas ça? Oui. Vous avez construit votre cursus par rapport à ce projet? J'ai essayé, hein, c'est pas toujours facile. Pas toujours facile, mais oui, j'ai même refusé des opportunités dans le groupe GE ailleurs
On voulait me spécialiser, par exemple, dans le manufacturing et m'envoyer, par exemple, au Mexique. J'ai refusé ces opportunités-là, justement pour essayer d'étendre et d'aller plus vers le commerce, etc. Philippe Flamand. Alors, donc vous le disiez, vous avez commencé chez Thomson et ensuite General Electric Medical. Et là, vous avez connu des postes un peu difficiles parce qu'en Espagne, vous êtes arrivé non pas pour développer une entreprise, mais pour la fermer, pour la restructurer, la fermer. Oui, c'était pas présenté comme ça au départ, mais ça s'est terminé comme ça. Et oui, c'était une mission très complexe, parlant pas espagnol, partant dans un job plus gros que celui que j'avais jamais eu, et au final pour fermer l'entreprise. Et là, en termes d'apprentissage du métier d'entrepreneur, vous étiez bien placé parce que fermer une entreprise, c'est pas facile. Oui, d'autant plus qu'on a changé un peu le plan à un certain moment et on a transféré en fait une partie de l'usine à une PME locale. Plutôt que de tout transférer au siège en France. Donc on avait fait un partenariat justement que j'avais initié avec une PME locale en Espagne déjà. Alors Philippe, Pascal Veilla, Philippe Flamand rappelait que à un moment l'un de vos fournisseurs est venu vers vous pour dire il y a peut-être une entreprise à reprendre, mais vous nous avez dit je caressais ce projet dès le départ. Est-ce que vous étiez en chasse et finalement très actif et vous n'aviez rien trouvé, ou est-ce que finalement ça a été un coup de peau, effectivement le hasard a fait que quelqu'un a peut-être senti ça et est venu vous voir? J'étais déjà en chasse parce que j'avais déjà quelques années auparavant démarré un projet mais qui n'a pas pu aboutir à cause du crash de 2001, de septembre 2001. Dans quel secteur? C'était dans la sous-traitance, un peu pas électronique, mais dans un secteur un peu similaire. Et puis donc ça s'est pas fait, mais j'avais pas une recherche structurée. Et pour autant, vous regardiez des projets, Oui. Parce que c'est un peu comme quand on cherche un appartement, il faut en voir beaucoup avant de trouver le bon. Est-ce que là, vous avez vu beaucoup de sociétés avant de vous dire cette opportunité est la bonne ou pas? Non. C'était la seule là, à ce moment-là, c'était la seule. Coup de peau quand même. Oui. Il faut saisir l'opportunité. Hein. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous. Quelqu'un vient vous voir et vous dit... Voilà, donc ce PDG d'une boîte que j'avais connue auparavant manageait cette entreprise. J'avais gardé des contacts avec lui. Et il m'a dit, il savait parce qu'on en avait parlé qu'un jour j'étais susceptible de reprendre une société. Il m'a dit, moi j'ai 58 ans, je veux partir. Est-ce que ça vous intéresse? Comment ça se finance une société? Vous avez les moyens de la racheter ou vous avez alors, passé un deal avec lui? C'est une différente chose. J'avais un peu d'argent. J'ai fait un crédit vendeur donc avec lui, et puis le reste c'est venu avec les banques. Donc j'avais quand même un intermédiaire auprès d'une banque qui m'a aidé à faire le montage, et donc on a fait une dette senior tout simplement. Combien de temps ça prend entre un premier contact comme ça d'un entrepreneur de 58 ans qui veut vendre sa société et le futur entrepreneur que vous êtes devenu? Sur le process, vous voulez dire? Oui. Process, on va dire 4 mois, 5 mois. Quelle analyse fait-on? Comment est-ce qu'on se dit je serais capable de faire quelque chose de cette entreprise? C'est l'analyse du secteur sur lequel il est, son potentiel. Non, je le connaissais pas, mais je l'ai découvert assez rapidement. J'ai vu que c'était une niche. Ce qu'il faut, c'est notamment dans l'électronique, être sur une niche parce que la sous-traitance classique d'électronique est très 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 compliquée. Donc d'être sur une niche, d'être sur le militaire, d'être sur un marché un petit peu protégé. Il l'était en l'occurrence. Voilà. Absolument. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit de pouvoir apporter, puisque Philippe disait que votre projet c'est de construire une ETI, cette fameuse entreprise de taille intermédiaire, de passer à 100 millions d'euros. Est-ce qu'à l'époque vous avez déjà cette ambition en tête quand vous la reprenez ou pas? Pas aussi clair que ça, mais oui, il y avait un projet de développement. La première chose, c'était ce que je pouvais amener, c'était de changer le statut de la société d'une société de sous-traitance uniquement industrielle. Une société innovante. Une société innovante. Alors pour ça, vous lancez la R&D. Voilà, ça a été le première décision stratégique que j'ai prise très rapidement, mais qu'il a fallu un peu de temps à mettre en œuvre. Qui se matérialise comment d'ailleurs? Quand on dit je veux de la R&D, on part à l'embauche, on cherche des compétences et on décide d'affecter un budget? Au départ, on a cherché des petits bureaux d'études à racheter, en fait, et on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas dans ce secteur-là. Donc du coup, on est reparti de zéro et on a cherché quelqu'un à embaucher pour créer le bureau d'études de zéro. Et en parallèle, on a testé nos clients pour savoir si cette offre de R&D pouvait répondre à leurs besoins, ce qui a été le cas. Pourquoi ça a mis 5 ans à vraiment se développer et se structurer en termes d'activité? Pourquoi aussi longtemps? Parce que une fois qu'on a trouvé la personne pour créer ce bureau d'études, il faut
monter l'équipe complètement, monter la structure, trouver à la fois des financements à travers les clients, des financements à travers Oseo, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Tout ça. Le dirigeant cédant vous a laissé la barre tout de suite ou pas? Ou est-ce qu'il est resté avec vous à vos côtés longtemps? Non, il est parti tout de suite. Alors, comment on sent quand tout d'un coup on devient propriétaire d'une entreprise et qu'il faut la réinventer? Enfin, ça doit être passionnant, mais comment? Il y a eu des milliers de moments difficiles, il y a eu des doutes, il y a eu il y a toujours des doutes. Des errements, des erreurs ou... Oui, des erreurs toujours. Il y en a évidemment, mais non, il y a pas. J'ai pas vu une transition si compliquée que ça entre un grand groupe, le job d'un grand groupe qui était malgré tout dans une entreprise anglo-saxonne avec beaucoup de responsabilités en dehors des relations bancaires. Chez GE, responsable d'une filiale où on avait à peu près tout sauf les relations bancaires. Et vous étiez un intrapreneur. Voilà, c'est un entrepreneur à l'intérieur d'une entreprise. C'est ça. Donc oui, les choses nouvelles sont intéressantes, justement les relations bancaires, les relations avec les investisseurs, avec etc. Tout ça a été nouveau. Et puis apprendre ce nouveau marché. Alors quand on embauche quelqu'un pour faire de la R&D, qu'est-ce qu'on lui donne comme directive? Est-ce que vous saviez précisément où vous vouliez emmener l'entreprise, ou bien vous êtes dit j'embauche un talent et on verra bien où il m'amène? Comment ça se passe? À quel moment ça se passe, l'innovation, finalement? Au départ, en fait, on voulait proposer un service de recherche et développement auprès de nos clients. Avant de faire des produits propres, où là c'est beaucoup plus compliqué, il faut savoir au niveau marketing là où on veut aller. C'était pas le cas au départ. Au départ, on s'est dit on va offrir à nos clients un service supplémentaire qui est en plus de la fabrication, de faire de la recherche et développement pour eux. Donc c'est un peu eux qui nous ont guidés, les clients, sur ce que on devait faire pour y arriver. Et alors du coup, ça a donné quel type de produits et de services? Alors ça a donné du service en fait qui est de la prestation de R&D, puisqu'ils ont payé, ils ont la propriété intellectuelle. Non mais pour votre business à vous, en fait, pour Mosonic. Pour nous, ça nous a permis d'abord de faire du chiffre d'affaires supplémentaire sur cette partie recherche et développement, et deuxièmement, ça nous a permis de consolider notre part de marché sur la fabrication, puisque beaucoup de nos clients maintenant souhaitent à la fois la conception et la fabrication. Mais très concrètement, pardonnez-moi, ma question portait sur les produits eux-mêmes que vous avez développés du coup et qui ont permis le développement de la société. Quels étaient-ils? Alors c'est des fonctions, des composants, on va dire, et des sous-ensembles électroniques hyperfréquences, donc qui ont donné lieu à qui permettaient de faire des band tests, par exemple, pour tester des morceaux de radar ou des choses comme ça. Parce que ça se met où vos produits? Ça se vend à qui? Alors ça se vend, nos produits, ça se vend à des gens qui font du band test ou des intégrateurs militaires ou télécoms qui permettent de tester les équipements. Bien, écoutez, maintenant qu'on comprend un peu mieux le business, on va marquer une courte pause. Et juste après la pause, toujours avec Pascal Veillat, le président directeur général de Mosonic et de Sericad. Sericad ou Sericab? Sericad. Eh bien, on va découvrir ce que fait l'entreprise et comment elle s'est lancée dans la croissance externe. Restez avec nous sur BFM Business. BFM Weekend. J'aime ma banque. Oui, je sais, vous vous dites un type qui aime sa banque, il est pas normal. Il doit sûrement encadrer ses relevés de compte ou avoir son RIB tatoué sur l'épaule. Mais si je vous dis qu'il aime sa banque, parce qu'il est chez Fortuneo, qu'il a eu sa carte gratuitement et qu'en plus, il ne paye aucun frais. Alors maintenant, vous, je sais pas. Mais moi, j'aime ma banque. Fortuneo Banque. Carte bancaire gratuite et pas seulement la première année sur fortuneo.fr. Et en ce moment, 80 € offerts. Conditions des offres disponibles sur fortuneo.fr. L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Philippe Flamand sur BFM Business. On poursuit la découverte du parcours entrepreneurial de notre invité du week-end, Pascal Veillat, le président, directeur général de Mosonic Sericad. Donc Mosonic, entreprise, Pascal, que vous rachetez, que vous développez grâce à la recherche et développement. Alors à quel moment vous vous dites effectivement que tout ça ne suffit pas, qu'il faut que l'entreprise grandisse et que la croissance organique ne va peut-être pas suffire? Vers 2008, ça a été à partir de 2008. Ouais. On n'a pas subi la crise réellement, mais certains de nos clients nous ont dit on voudrait bien vous confier plus de choses maintenant que vous avez une offre plus complète. Ceci dit, pour vous confier plus de choses, vous êtes trop petit. C'était quelle taille à l'époque? On faisait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de personnes? 85 personnes. D'accord. Qu'est-ce qui les inquiète dans la taille? Tout simplement parce qu'ils voulaient nous confier des marchés qui étaient trop gros pour nous, c'est-à-dire de nous confier des marchés de 2 millions d'euros pour une entreprise qui en fait 11, les clients nous les confieront pas. C'est trop gros.
Donc on se dit il faut grandir. Donc on se dit il faut absolument grandir parce que si notre stratégie est la bonne de conjuguer la fabrication avec la conception, on veut viser des marchés plus gros et donc du coup il faut être plus gros. Marché français ou marché international? Pour l'instant français, mais donc, à terme on va chercher aussi à l'international. Toute ETI se doit de devenir internationale. Alors revenons sur Sericad. Comment est-ce que vous approchez cette société qui était un concurrent à l'époque? Oui, enfin on était légèrement concurrents sur un client en particulier et moi j'avais déjà mandaté des gens pour m'aider à rechercher des entreprises et j'avais identifié cette société. Et qui était-elle cette société? Où était-elle basée? Sericad est basée donc en Normandie. Qu'est-ce qu'elle faisait? Alors elle fait toujours. Et c'est une société qui fait que de la recherche et développement. Uniquement pour le compte de clients et qui développe sur cahier des charges. Philippe Flamand. Mais vous, à l'époque, vous cherchiez des entreprises à reprendre, pas forcément des partenariats industriels. Absolument, mais c'est un peu la même chose. On a contacté Monsieur Parik Miller, on lui a demandé est-ce que votre entreprise est à vendre. Il a dit non. Monsieur, pardon. C'est le président de Sericad. D'accord. Et donc on lui a demandé, il a dit non, je suis pas vendeur. Par contre, je veux bien vous voir quand même. Et alors comment parce que ça n'a pas été un rachat. Vous avez insisté sur le fait que c'était pas un rachat, c'est une fusion. Oui. Alors racontez-nous comment ça se passe là aussi. Donc on s'est rencontrés, on a dit on n'est pas vendeur ni l'un ni l'autre, mais on a le même constat. C'est-à-dire que il faut qu'on soit plus gros pour pouvoir répondre à nos clients. Et ses clients à lui disaient la même chose? Exactement. D'accord. Ouais. Et tous les clients disent à peu près la même chose dans notre secteur. Alors qu'est-ce que vous vous dites ensemble là? Donc on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. On a les entreprises sont complémentaires, les hommes sont complémentaires, donc faut qu'on trouve un moyen de travailler ensemble. Et après, les techniciens entre guillemets ont travaillé pour nous trouver la bonne technique, donc un échange de titres sans échange de cash. Mais comment ça se passe en termes de pouvoir dans ces conditions? Qui prend le pouvoir? Qui est le patron? Qui est le patron? La vraie question. Il en faut qu'un, mais oui, mais ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Non, absolument pas. Donc lui, il est plus technique, donc il s'occupe de la partie recherche et développement. Et moi, je suis plus finance et commercial. Donc on s'est réparti les rôles. Alors, on va creuser un peu parce que c'est toujours intéressant de voir comment ces mécanismes se mettent en œuvre dans les PME, parce que souvent on n'est pas habitué à valoriser des entreprises, à négocier. Comment on évalue la société? Est-ce que vos sociétés, vous avez été capable de les évaluer sur une valeur comparable? Est-ce que les échanges de titres se sont faits sur des bases équivalentes? Est-ce que l'un a plutôt quand même pris la majorité? Comment ça s'est passé? Non, la méthode de valorisation a été identique. Donc moi j'avais un conseil qui est quelqu'un de très expérimenté dans le domaine, qui a plusieurs méthodes de valorisation, et on a appliqué les différentes méthodes de société. On a fait une moyenne après, c'est ça? Non, oui, on a pris une méthode, une des méthodes. La même pour les deux? Voilà, même pour les deux. Et ça donnait des chiffres équivalents ou? Non, Meusonic était un peu plus gros, donc j'ai un peu plus de parts. D'accord, mais lui est resté associé? Voilà. Et vous êtes resté président, vous êtes devenu président du groupe? Absolument. Oui. Et lui, patron de la R&D. Alors le mariage a lieu quand? Alors ça c'est juillet 2010. Et tout se passe bien? Tout se passe bien. La lune de miel est toujours... Philippe Flamand, j'aimerais bien me faire dire qu'un truc ne va pas, mais j'arrive pas. Philippe Flamand. Alors, donc aujourd'hui, là, le groupe Meusonic Sericad existe. Vous souhaitez vous développer éventuellement par croissance externe. J'imagine que vous allez avoir besoin de lever des fonds. Ouais. Est-ce qu'on peut facilement lever des fonds dans ce type de structure? Non, c'est compliqué. Ça fait plusieurs années qu'on cherche. Attends, que je comprenne bien, Philippe, dans ce type de structure, c'est-à-dire en ayant pour les investisseurs deux sociétés complémentaires partenaires, est-ce qu'on peut leur Enfin, en même temps, c'est un groupe. Non, c'est un groupe, c'est-à-dire que on est regroupé sur la holding. Pour l'entité investisseur, c'est une seule et même société. C'est une seule et même société, absolument. Donc pas de souci pour trouver des investisseurs de ce point de vue-là. Non, de ce point de vue-là. Après, oui, bien sûr. Ça y est, on a trouvé les difficultés. On a trouvé les difficultés parce que tout va bien. C'est pas simple. Donc ça fait plusieurs années qu'on recherche, même pour là, on fait une acquisition d'un style flash en ce moment. On a réussi à le financer par de la dette pour l'instant, mais ça fait plusieurs années qu'on regarde des acquisitions, donc en parallèle on regarde les financements, parce que si on trouve une activité et qu'on peut pas la financer par la dette, il faut qu'on trouve des solutions. Donc ça fait 3 ans qu'on cherche, et on a trouvé des candidats entre guillemets de fonds d'investissement ou différents types d'investisseurs, mais on n'a jamais réussi à trouver la manière de travailler avec eux. Comment on va pouvoir sur un point de
de vue gouvernance, sur un point de vue pacte d'actionnaires, bien travailler avec les fonds d'investissement. Pourquoi? Expliquez-nous, parce que ça, c'est une vraie problématique des entreprises qui cherchent en fait du haut de bilan. Quels sont les problèmes? C'est quoi? C'est un problème de majorité ou minorité? C'est un problème de pouvoir? C'est un problème de gouvernance? C'est un problème de quelle est que demande le fonds d'investissement? Il demande à gagner de l'argent au bout d'X années. Oui, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, mais il demande plus de choses que ça. Alors, racontez-nous. Donc la gouvernance, par exemple, une entreprise, un fonds d'investissement qui prend une minorité, par exemple, c'était un schéma à un moment, mettons 10%, et qui demande un certain nombre de sièges au conseil d'administration. Un siège au conseil d'administration, mais en plus des vétos sur certaines décisions. De type rachat. Oui, alors rachat, tout ce qui et ça c'est absolument légitime, hein. Bien sûr. Tout ce qui est changement de l'actif le passif des sociétés, mais plus que ça, sur l'embauche d'un cadre supérieur, sur avec le 10% du capital, il y a des fonds qui demandent ça. Absolument, la plupart. Parce qu'encore, on peut comprendre qu'à 51% ils le fassent, même à 36 ou 34, mais à 10%, vous avez des fonds qui vous demandent ça. Ils nous demandent ça. Ils nous demandent pour le licenciement d'un cadre dirigeant, pour les décisions d'investissement qui sont supérieures à tel montant. Donc, quelque part de l'opérationnel, quoi. Ce que vous racontez, Pascal Veillet, est en totale contradiction avec le discours des fonds, qui disent qu'ils font jamais ça, notamment sur des petites prises de participation. Donc, est-ce que vous avez vu les mauvais fonds? Ou est-ce que ce sont tous comme ça et ce sont des menteurs? J'en sais rien, mais ils mettent ça dans les packs d'actionnaires. Et moi j'ai refusé, mais ils m'ont dit vous inquiétez pas, on les applique jamais, on les applique jamais. J'ai dit si vous les appliquez jamais, ne l'écrivez pas. Et donc du coup on a trouvé d'autres solutions entre temps, hein. Moi j'ai un business angel, hein, qui a souscrit au capital, qui a aujourd'hui 20% de l'ensemble, avec qui on a une super relation. Parce qu'il n'a rien en termes de contraintes des fonds, effectivement, ou de mode de fonctionnement des fonds. Absolument. Et du coup aujourd'hui vous avez abandonné la recherche de VC, ou vous pouvez penser que quand même vous allez pouvoir trouver ceux qui correspondent à votre éthique, bien sûr. à votre façon de fonctionner? Oui. Et puis ça dépend du stade de développement. Quand on était au début de notre développement, c'était un petit peu un peu plus compliqué. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir. Je vous parlais aussi il y a d'autres le reporting que demandent les fonds d'investissement. C'est un grand sujet, le reporting. C'est un grand sujet. Nous, on fait déjà un reporting déjà pour nous, mais là, il faut une certaine taille pour pouvoir justifier de mettre en place une structure pour faire du reporting, comme le veulent les fonds d'investissement. Mais ça, à la limite, c'est assez légitime. Des gens qui mettent l'argent dans une société, qui aiment régulièrement savoir ce qui s'y passe. Ils disent aussi, d'ailleurs, les fonds, que c'est bon pour l'entrepreneur parce que ça lui fait des choses qu'il ne fait pas pour lui-même habituellement. Oui, ça vous tente pas trop. Philippe. Non. Alors pour lever des fonds, une autre solution peut être une introduction en bourse. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Non, réfléchissez pas à ça pour l'instant. Mes conseils ne me conseillent pas ça pour l'instant. On n'est pas assez gros et c'est peut-être pas le moment. Donc, Alors, dernière partie de cet entretien ensemble. Philippe évoquait les chiffres de 20 millions d'euros 2011, je crois. 26. Et objectif, ambition, volonté, rêve de 100 millions d'euros. On n'a pas donné de date d'ailleurs. On ne sait pas si c'est ce fameux cap des 100 millions d'euros. Quand est-ce que vous pourriez le passer d'ailleurs? Vous avez une idée dans votre business plan? 3-4 ans. Multiplié par 4 ou en 3-4 ans? Comment on a déjà multiplié par 2,5 en 3 ans. Donc là, vous augmentez le rythme. Comment on fait? Vous avez des cibles de rachat? On cherche toujours des cibles. On en a un certain nombre. Donc on en a eu qui n'ont pas abouti. Hein, mais en France ou pas? Je vous disais parce que vous évoquiez Oseo. Je pense que vous avez travaillé avec Oseo, et Oseo dit en permanence que les ETI françaises ou les PME qui réussissent sont celles qui sont innovantes et qui se développent à l'international. Vous dites non, on est franco-français pour le moment. Ça veut dire que vous devez aller à l'international. Oui, bien sûr, on ira plus tard. Dans le plan, c'est plutôt dans 2 ans. Il faut qu'on ait une base française solide de 40-50 millions pour pouvoir aller ensuite efficacement à l'étranger, même si aujourd'hui on y va par petites touches. Alors on évoquait les aspects donc de difficultés de financement. On va dans un instant accueillir un pro du management, on parlera peut-être ensemble de management, mais quelles seraient ou quelles ont été les autres difficultés qu'une PME voulant devenir ETI comme la vôtre rencontre aujourd'hui? On a évoqué le financement, on a évoqué les hommes, un petit peu, on va l'évoquer, quoi d'autre? Oui, les hommes, c'est crucial, hein. C'est plus, quand on se développe, on a besoin les gens qui sont dans les PME sont souvent pas forcément adaptés à grossir 3 ou 4 fois, donc il faut qu'on fasse rentrer des talents extérieurs. Et c'est toujours très compliqué, parce qu'on est à la limite à ce moment-là entre des gens qui ont des gros profils mais qui ont fait que de la grosse boîte, j'en faisais partie, mais qui ont une adaptabilité en PME
et qui ont une âme quelque part d'entrepreneur. Donc c'est très compliqué de ce côté-là. Est-ce qu'on arrive à les séduire, à les attirer dans une PME qui soit comme Meusonic dans la Meuse, soit comme Sericab en Normandie? Qu'avez-vous contre la Meuse, Philippe Flamand? Non, oui, évidemment c'est pas très simple d'en trouver. Et en fait, la localisation, bon, ça peut être un handicap, mais c'est pas le handicap principal. La taille de l'entreprise. C'est plus la taille. Et puis, est-ce qu'on peut se les payer, quoi? Il y a un moment, un cadre supérieur d'une grosse boîte, on peut pas forcément se les payer. Donc, c'est ce qu'on a trouvé en fait comme solution, c'est de trouver des gens qui sont en deuxième partie de carrière. Donc, j'ai embauché plusieurs personnes qui ont plus de 60 ans, qui ont une très très forte expérience. Qui sont opérationnels tout de suite, qui ont un parcours à la fois PME et grands groupes dans certains cas, et qui nous permettent d'aller vite. Vous associez au capital? Non. Non, ça a l'air d'être une réponse définitive. Non, parce que des entreprises comme les vôtres, dans vos métiers ailleurs que peut-être dans la Meuse, se développent beaucoup par l'actionnariat, par les stock options. Ça semble pas être pour l'instant votre stratégie. Non, on l'a fait il y a quelques années, associer les cadres dirigeants, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas pour certains cadres suffisant pour retenir les gens, par exemple. Ça change pas leur opinion sur l'actionnariat, la stratégie, etc. Donc je dirais que moi, mon expérience me montre qu'il faut pas le faire. Bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Veillat d'avoir partagé avec nous votre aventure d'entrepreneur, repreneur de PME voulant devenir une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Il s'agit bien sûr de Meusonic Sericad, le groupe que vous dirigez aujourd'hui. On marque une courte pause et après la pause, on retrouve pour une chronique entrepreneuriale David Autissier, maître de conférence à Paris 12. Restez avec nous sur BFM Business. BFM Weekend. Oh, larguer stress, veste et talons. Goûtez au luxe les pieds nus dans une eau tiède et cristalline. Pour un hiver 100% zen, Club Med vous offre 400 € à 2 sur votre séjour à Punta Cana. Réservé avant le 19 février. Offre limitée dans certains villages soleil lointains à certaines dates. Voir les autres conditions en agence agréée Club Med. Club Med, tous les bonheurs du monde. Chers annonceurs, nous interrompons cette page de pub par une page de pub pour vous rappeler que les Français placent la radio comme le moyen d'information le plus crédible. À 60%, loin devant le... Enfin bref, si vous ne nous croyez pas, demandez-leur. Alors, à bon entendeur. Source baromètre TNS Sofres. Ce masque, il me fait penser à elle. Sculpté dans le bois, la peau couleur ébène, le regard profond. Ce masque, il me rappelle l'Afrique et ses traditions ancestrales. Vous êtes passionné d'art africain et souhaitez donner une nouvelle dimension à vos cadeaux de prestige? Un musée des arts premiers met en vente ses pièces de collection sur musée-primitif.fr. Catalogue et livraison sous 48 heures. Si je suis élu présidence de la République. Besoin de vous faire votre opinion? L'actualité de la campagne, c'est dans Le Parisien et en temps réel sur leparisien.fr. Avec l'actu des candidats, le décryptage des propositions, les vidéos des coulisses et un retour sur les phrases chocs. Enfin, carnet de campagne, le rendez-vous du vendredi dans votre journal. La présidentielle, c'est dans Le Parisien et sur leparisien.fr. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. BFM Weekend, 19h30. Les infos, Marie Dupin. Que s'est-il passé exactement en Italie au moment du naufrage du navire de croisière le Costa Concordia? Les passagers rescapés décrivent des scènes de panique et mettent en cause l'organisation des secours. L'alarme n'aurait été donnée qu'une heure après l'accident. Sur les 4000 naufragés, 3 sont morts, dont 2 touristes français et des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Le bilan pourrait donc s'alourdir. Après l'annonce de la mauvaise nouvelle hier, les explications aujourd'hui. Standard & Poor's a donné cet après-midi une conférence de presse pour expliquer sa décision d'abaisser la note de 9 pays européens, et notamment celle de la France. Selon l'agence de notation, la zone euro a 40% de chances d'entrer en récession cette année. Du côté des réactions politiques, François Hollande estime que ce n'est pas la France qui est dégradée, mais la politique de Nicolas Sarkozy. François Fillon renvoie la balle aux socialistes en critiquant leur refus d'adopter la règle d'or sur la réduction des déficits. Et pour Angela Merkel, il reste encore un long chemin à faire avant que la confiance des investisseurs soit rétablie en zone euro, et notamment en Espagne où la note a également été dégradée hier de 2 crans. Aujourd'hui, le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, annonce que le nombre de chômeurs devrait être de près de 5,5 millions fin 2011, un chiffre astronomique selon ses propres mots.
53 morts, c'est le bilan d'un attentat kamikaze qui a eu lieu aujourd'hui en Irak, à 5 km de Bassora, en pleine célébration de l'islam chiite. La Tunisie va poursuivre sa marche vers la liberté. Déclaration tout à l'heure du président tunisien Monsef Marzouki. Le pays célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de la chute de Ben Ali. Des milliers de personnes ont défilé toute la journée sur l'avenue Bourguiba à Tunis. C'est une première depuis le début de la révolte en Syrie. Le Qatar propose l'envoi d'une force arabe dans le pays pour mettre fin aux affrontements entre l'armée et les opposants au président Bachar al-Assad. En Égypte, Mohamed El-Baradei ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Selon lui, l'ancien régime est toujours aux commandes malgré la chute d'Hosni Moubarak. Et il n'y a pas de système démocratique dans ce pays. Alain Juppé en Birmanie, le ministre des Affaires étrangères a salué le caractère historique des réformes politiques menées dans le pays. Cette visite est destinée à encourager le processus de démocratisation. En France, une seule personne reste poursuivie dans l'affaire du meurtre de Maxime, un adolescent de 14 ans dont le corps a été découvert cette semaine. Tout à l'heure, le deuxième suspect mis en garde à vue a finalement été relâché. Du football et la reprise du championnat de Ligue 1 ce soir, début des matchs à 21h, à suivre 9 rencontres, notamment Paris Saint-Germain-Toulouse, Montpellier-Lyon, Caen-Rennes, Saint-Étienne-Sochaux, Dijon, Évian, Thonon-Gaillard, Bordeaux-Valenciennes. Et puis Brest-Nice, enfin Ajaccio rencontrera Auxerre. Demain, Lille sera opposé à Marseille. BFM Business, il est 19h34. Et vous retrouvez l'entreprise BFM avec Philippe Bloch. L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Philippe Flamand sur BFM Business. Deuxième partie d'émission de l'entreprise BFM, l'émission qui donne envie d'entreprendre. Toujours bien sûr en compagnie de notre invité du week-end, Pascal Veilla, le président directeur général de Meusonix Sericade. Eh bien, ce sont nos retrouvailles avec l'un de nos experts, l'expert du management qui est David Autissier. David qui est professeur de management notamment. Et David qui vient nous parler des entreprises cool. Alors, on va voir peut-être avec Pascal si il travaille lui-même dans une entreprise cool. Mais enfin, entre le film diffusé sur Arte le 13 décembre intitulé Apple, la tyrannie du cool et l'ouverture de Googleplex à Paris récemment, est-ce que la cool entreprise est-elle ou non l'avenir de tous les entrepreneurs, David ? Effectivement, on en parle beaucoup, donc de cette notion de cool, un petit peu peut-être comme un remède à la sinistrose, à la crise. Donc on sent que c'est un thème qui émerge de plus en plus. Alors qu'est-ce que c'est qu'une entreprise cool, hein ? Alors une entreprise cool, c'est une entreprise qui produit des biens et des services, hein, comme toute entreprise, mais dans un climat qui privilégie le bien-être de la personne en lui proposant ce qu'on appelle un environnement de travail alternatif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un environnement de travail alternatif ? Alors des exemples que l'on prend dans des entreprises qui se revendiquent, après on pourra en discuter. Venir en jean, travailler aux horaires qui nous arrangent, jouer avec une balle en mousse en réunion, si on en a envie, bien sûr. Dans les entreprises pas cool, c'est mal vu, la balle en mousse ? Bah, ça peut être mal vu, avec un certain nombre de petits objets, etc. Dessinés sur les murs en travaillant. Murs en tableau blanc, bien sûr. Bien sûr. Travailler en écoutant de la musique, se faire livrer des gâteaux, faire des concours d'éclairs au chocolat, par exemple, on a vu le cas. Tout ça, il y a que dans les boîtes cool qu'on a le droit de le faire. Faire des parties de Wii, etc. Alors, bien sûr, on le fait tous, ou ça se fait dans beaucoup d'entreprises, mais après, la différence, c'est est-ce que c'est institutionnalisé ? Est-ce qu'on fait en sorte que ça soit des rites, des symboles qui soient visibles pour l'ensemble de l'entreprise ? Oui, parce qu'on sait, on évoquait là l'émission sur Apple, on sait qu'en Californie, la plupart des startups, c'est un style de vie, on se pose même pas la question de savoir si c'est cool ou pas cool. On y vient en jean, et en général, ce sont les managers des sociétés qui montrent l'exemple en premier et qui sont contents d'arborer une différence. Ça devient culturel, on n'en parle même pas. À ce point différent, est-ce que ça touche uniquement la techno ou pas, David ? Alors effectivement, l'origine des entreprises cool, on les appelait comme ça, c'est finalement la Silicon Valley, plus particulièrement San Francisco, avec une notion, c'est ce qu'on appelle la contre-culture, de dire je fais quelque chose d'alternatif, je fais pas comme les autres. Et finalement, c'est ce je fais pas comme les autres qui crée une forme de culture et qui crée une identité. Donc effectivement, toutes les autres copient d'ailleurs après. Et après que tous les autres copient, parce qu'effectivement, on sait très bien que le vendredi, on peut venir effectivement habiller, décontracté maintenant. C'est de l'ensemble des entreprises. Oui, parce qu'en fait, après, il y a toutes les grandes boîtes américaines qui ont fait le Casual Friday, qui consistait en gros à avoir le droit de ne pas mettre de cravate, une chemise blanche et un costume bleu marine le vendredi. On n'en parle plus beaucoup d'ailleurs de ça. Est-ce que ça continue le Casual Friday ou est-ce que c'est terminé ? C'est un peu dépassé. La cool attitude, ça doit se renouveler. C'est Casual Week, c'est Casual Day, c'est casual tous les jours. Voilà, c'est casual tous les jours où ça doit se renouveler. Donc, faut effectivement l'effet général
générationnel joue beaucoup quand même. Donc on voit qu'il y a de nouvelles pratiques. Il y a eu un moment donné les lip dub qui se faisaient beaucoup en entreprise. Maintenant, rappelez-nous quand même pour les non-initiés. Alors le lip dub, donc ça veut dire que l'ensemble des gens chantent une chanson en une prise de vue. Alors on tourne un film dans l'entreprise. Et on mime une chanson assez connue en général, un air assez connu avec des paroles, ce qui permet en format playback, ce qui permet d'avoir donc un film avec l'ensemble des personnes de l'entreprise ou d'un service. Là aussi c'est un peu dépassé. C'est un peu dépassé. Je vais dire heureusement parce que c'était quand même assez pénible à la fin. Il y a eu quelques cas qui ont un effet inverse à ce qui était voulu initialement. Alors quelles sont les caractéristiques, David Letissier, des entreprises dites cool? Alors plusieurs caractéristiques. Donc une culture d'innovation très forte. C'est en général des entreprises qui sont très orientées innovation. Alors on a parlé effectivement du monde digital, du monde web, etc. Ce sont aussi des entreprises qui sont très orientées sur la culture de résultats et non pas de moyens. En fait, vous pouvez venir comme vous voulez en jean, vous pouvez faire ce que vous voulez. Du moment que vous réalisez les chiffres, c'est le principal. Intéressant ça. Donc ça veut dire que le jean n'est pas l'ennemi du résultat. Le jean n'est pas l'ennemi du résultat. Nous avons un grand principe de management. Donc nous pouvons affirmer. Une posture de contre-culture et le fait de penser que l'on change le monde. Ça veut dire je suis contre ce qui se fait, mais en même temps je construis autre chose qui s'inscrit dans une forme de construction de l'histoire. Donc ça c'est important. Une fierté d'appartenance à l'entité. C'est-à-dire qu'on le revendique très fort de pouvoir que l'entreprise nous laisse cette liberté-là. Alors il y a un marketing de l'image qui est fait aussi à un moment donné pour attirer des talents. Donc, la marque employeur joue aussi de tout cela. L'incarnation dans des lieux aussi. Donc le Googleplex c'est intéressant, mais beaucoup d'entreprises incarnent des lieux avec des zones zen, des zones de repos, des zones où on peut s'exprimer librement, etc. Donc on voit des lieux un petit peu atypiques, et puis aussi des actions un tout petit peu atypiques. On dépasse l'action de team building classique, on va faire des choses ensemble, on va construire des choses ensemble. Donc on prenait l'exemple des lip dub qui sont dépassés. Il y a eu beaucoup d'exemples où les gens apprenaient à faire des recettes de cuisine ensemble, etc. Donc il y a plein d'actions comme ça, un tout petit peu atypiques. Je laisse Pascal Veillat s'enrichir de tout ça, parce qu'après je vais bien sûr lui demander s'il considère que son société est une boîte cool. Mais on va continuer la liste, éventuellement de ce qui les caractérise, avant peut-être de savoir qui elles sont, ces entreprises cool. Alors effectivement, donc qui sont-elles alors après vous allez me dire quels sont les critères qui nous permettent de définir si une entreprise est cool ou pas cool. Voilà. Alors là effectivement, il y a une société de conseil qui s'appelle Great Place to Work qui publie tous les ans un palmarès des entreprises où il fait bon vivre. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Palmarès mondial, il faut le dire. Mondial. Tous les pays ont leur Great Place to Work palmarès, effectivement. Absolument. Alors en France, je vais donner le podium français. Allez, français. Le podium français. On fait un petit jeu? Non, allez, je vais le donner quand même. Donc le premier, la médaille d'or, PepsiCo France, médaille d'argent Microsoft France. Alors là, on est en train de se dire que ce sont des entreprises américaines. Mais non, il y a une troisième. Il y a un troisième. Il y a un petit coq gaulois qui est là, dans la distribution. Dans la distribution, c'est Leroy Merlin qui se place effectivement en troisième position du palmarès 2011. Alors les entreprises cool en général, donc on le voit, distribution. On est surtout donc dans le fonctionnement cool, c'est quand même surtout dans les entreprises digitales, ça vient surtout des entreprises digitales, informatiques, qui ont eu des jeunes populations à gérer, etc., et qui ont amené d'autres modes de fonctionnement. Mais on voit que ça s'étend quand même à d'autres types d'entreprises, et après c'est un choix de dirigeants et de politique RH, de dire j'ouvre pas dans ce style-là, et comment je le matérialise. Alors, est-ce que, on parlait il y a des années, ça n'a rien à voir, me direz-vous, mais d'autogestion, est-ce que ces entreprises sont différemment gérées? Est-ce qu'on donne plus de pouvoir de gestion aux salariés des entreprises cool, ou au fond, ça n'a rien à voir? On peut être tout à fait une boîte cool, sans pour autant que la gestion soit modifiée. Alors, il y a effectivement une idée que l'on peut admettre, auquel on peut penser parfois, qui est de dire, parce que c'est cool, c'est pas géré. C'est complètement faux. Ça, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. C'est bien géré, à mon avis. Ça n'a rien à voir, oui, absolument. Microsoft aussi, me semble-t-il. Ça n'a rien à voir dedans avec ça. C'est pas du tout de l'autogestion. C'est très bien géré. Il y a une obligation. L'obligation est plutôt sur les résultats que sur les moyens. Et l'observation de code institutionnel, avec l'idée de dire une entreprise sera plus forte si elle a sa culture et si les gens se réinventent leur propre code. Et c'est un peu la dynamique qui est sous-jacente à ces entreprises cool. Et les codes se créent par l'obtention des résultats. Un autre élément de mise en collectif de ces entreprises, c'est la tribu. On travaille beaucoup sur la tribu, sur l'appartenance. Les gens sont très fiers d'appartenir à leur entreprise. Et puis ne pas intégrer la tribu, c'est un risque d'exclusion, de discrimination. Voilà.
David Le Tissier, on dit souvent, notamment en France, que ces entreprises sont un peu manipulatrices, que tout ça c'est justement parce que il faut apparaître comme des good guys, etc. Est-ce que c'est le cas ou pas, à votre avis, de ces entreprises que vous citiez? Alors effectivement, il y a beaucoup de critiques. Alors en France, je dis toujours, on regarde le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Il y a eu, parce que ça dérange un petit peu. Alors on sait qu'en France, on est très attaché à la hiérarchie, au respect de la hiérarchie, à l'encadrement, etc. Donc il y a des règles sur lesquelles Philippe Diribarne l'avait très bien mentionné il y a très longtemps dans son ouvrage La logique de l'honneur. Donc ça peut être une fausse vitrine, hein, ça peut être aussi un amusement qui peut être donné, mais bien souvent quand même, quand on interroge les gens qui sont dans ces situations-là et qui vivent ces situations de cool attitude, je vais les appeler comme ça, les gens sont plutôt contents. Les gens sont contents de dire on vit autre chose dans l'entreprise que simplement respecter des codes qui nous sont imposés. Et c'est une opportunité, moi je pense, d'inventer d'autres modes d'organisation, d'autres modes de fonctionnement, et pourquoi pas s'en servir comme levier de management dans les entreprises. Philippe Flamand. David, est-ce que les entreprises créées par des jeunes créateurs, la génération Y dont on parle très souvent, est-ce que ces boîtes sont forcément des boîtes cool? Moi je dirais oui. Naturellement cool, non? C'est-à-dire que effectivement, en termes statistiques, il y a beaucoup plus, il y a deux choses qui jouent. Il y a l'ancienneté et la taille. Donc quand vous êtes une entreprise petite et récente, les codes sont moins institutionnalisés, sont moins ancrés dans l'histoire, dans les gènes, dans l'ADN de l'entreprise. Donc, il y a cette profusion d'idées, et donc effectivement, les jeunes entreprises sont plutôt plus cool que les anciennes entreprises, ça va de fait. Mais on arrive à trouver des organisations très modulaires dans des grands groupes où il y a la cool attitude, si je l'appelle. Alors on va vérifier chez Pascal Veilla, notamment Mosonic, Sericad. Alors Pascal, vous savez tout des entreprises cool, est-ce que la vôtre est cool ou pas? Non. Vous n'êtes pas du tout incarné ce matin, vous avez une chemise blanche, costume sombre, chemise bleu marine. Donc, là, pas trop cool le gars Veilla. Racontez-nous. Non, mais moi déjà, pourquoi je suis pas cool, c'est parce que entre guillemets, d'après votre définition, c'est parce que j'ai des contacts clients pas cool du tout, pas cool, non mais fréquents, et que nos clients ont ce genre de code. Il y a un dress code, dans votre métier. Absolument. Mais à l'intérieur de l'entreprise, est-ce que vous avez ressenti dans le discours de Pascal des éléments qui pourraient vous faire dire non, on est quand même cool, même si on n'est pas forcément tous les attributs qui ont été décrits. Mais est-ce que vous considérez, parce que vous êtes dans la techno quand même, et on pourrait considérer que pour attirer des jeunes talents qui ont envie d'autre chose, c'est important aussi d'en adopter les codes en fait. Oui, mais on est cool sous d'autres aspects. C'est les gens travaillent au résultat, et les gens travaillent où ils veulent quand ils veulent. Chez eux, par exemple. Oui, par exemple. J'ai beaucoup d'ingénieurs, docteurs ingénieurs, etc., qui travaillent de chez eux toute la semaine. Que vous ne le voyez pas, ça vous est égal d'ailleurs que le boulot est fait. Non, oui, absolument. Bon, après, il faut créer le lien social, parce que si c'est la distance, si c'est la ligne trop de l'entreprise, après on a un peu de mal. La culture d'entreprise. Mais bon, c'est de ce côté-là. Après, sur l'extérieur, nous non, parce que on a beaucoup de clients qui visitent même l'entreprise tous les jours, et le dress code est important aussi pour nous. Donc. Philippe, une dernière question. Une question pour David de ce que dit Pascal Veilla. Est-ce que c'est possible d'être une boîte cool quand on est une petite entreprise sous-traitante de grands groupes? Est-ce que finalement c'est pas plus facile d'être cool quand on s'appelle Pepsi ou Microsoft? Ou le Roi Merlin. Effectivement, il y a une forme d'obligation, ça a été mentionné, de dress code, par rapport à des clients, et de donner une image entre guillemets de sérieux par rapport aux clients, parce que quand il arrive, le client il veut voir tous les attributs du sérieux, et donc il va pas, s'il voit des gens en train de danser dans un bureau, il va peut-être s'interroger effectivement par rapport à l'entreprise. Après, le tout est de savoir quelle est la part que l'on montre aux clients et quels sont les éléments dont les salariés ont besoin pour se sentir intégrés dans l'entreprise, et si ça passe par le cool ou si ça passe par d'autres choses que le cool tel qu'il était défini. Merci beaucoup David Le Tissier de ces recommandations pour devenir une entreprise cool. On marque une dernière pause sur BFM Business et on passe un dernier quart d'heure avec Pascal Veilla, président, directeur général de Mosonic Sericad, notre invité du week-end. Restez avec nous sur BFM Business. BFM Weekend. Émission spéciale sur BFM Business. Routel Krief, François Langlais. L'Europe est en crise, mais jusqu'où ira cette crise? La zone euro peut-elle imploser en 2012? La Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal sont touchés, déclassés. Dette, chômage, la France est menacée. Pour comprendre et réagir, BFM Business et BFM TV vous proposent Un monde en faillite. 2 heures d'émission exceptionnelle sur le terrain de cette crise. Avec des reportages, des experts et les témoignages des pères de l'Europe et de l'euro, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Delors. Avec Routel Krief, je vous
vous propose Un monde en faillite lundi à 20h30 en direct sur BFM Business et BFM TV. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Dans le cadre convivial de Deauville, l'IT for Business Forum fournit aux dirigeants toutes les clés pour comprendre les enjeux de la gouvernance numérique d'entreprise. Conférences, tables rondes, moments de networking animés par des intervenants de renom. L'IT for Business Forum, un objectif, offrir des idées et des solutions concrètes à appliquer directement dans votre entreprise. L'IT for Business Forum, un événement BFM Business et 01 Business et Technologie, les 12, 13 et 14 avril prochains à Deauville. Inscription sur www.itforbusinessforum.com. L'entreprise BFM, Philippe Bloch, Philippe Flamand sur BFM Business. Dernière partie de notre émission, toujours en compagnie de Pascal Veillat, le président directeur général de Mesonix et Ricad. Alors Pascal, on vient de parler de management. On a évoqué en première partie de l'émission en fait la difficulté à faire grandir un petit peu les PME françaises. J'évoquais les ETI, Philippe Flamand évoquait dans son introduction, dans votre portrait, la grande différence entre l'Allemagne et la France. Une des raisons peut-être de la difficulté à croître des entreprises françaises, c'est parfois qu'elles sont rachetées par des concurrents avant de grandir d'ailleurs. C'est un élément qu'on reproche et qu'on constate assez souvent. C'est aussi souvent qu'elles sont seules et que les dirigeants sont seuls. Et vous êtes un bon exemple, justement, vous qui voulez faire grandir la vôtre, de quelqu'un qui s'implique à la fois dans des réseaux, dans des associations, dans des groupements. Racontez-nous un peu, d'abord, votre vision de cette problématique franco-allemande, si je puis dire, et puis la façon dont vous tentez à votre niveau, peut-être, d'y répondre. Oui, donc la première analyse, vous l'avez évoqué, c'est que la structure actionnariale des sociétés allemandes, PME allemandes, est complètement différente. Elles sont familiales, avec assez peu de fonds d'investissement, et en plus, en termes de transmission, c'est complètement différent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie l'Allemagne et la France dans ce domaine ? Ils ont une culture de transmission familiale et de transmission aux employés. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise va... Il y a très peu de PME allemandes à vendre, en fait, sur le marché, parce qu'elles sont reprises par les cadres ou par les descendants, s'il y en a. Voilà, quand il n'y en a pas, le fondateur ou le propriétaire s'organise pour la transmettre à ses salariés. Absolument. Donc, alors que le Français préfère la vendre. Absolument. Et le Français va plutôt la vendre et va pas la vendre à ses cadres. Pourquoi d'ailleurs ça ? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. D'abord, il y a un problème de financement, il y a un problème de confiance en ces cadres pour être capable de gérer l'entreprise, j'imagine. Enfin, j'ai pas. Donc ça, c'est une première différence franco-allemande. Vous dites qu'il y en a d'autres. Donc ça c'est la première. La deuxième, c'est la relation avec leurs clients, leurs donneurs d'ordre. En Allemagne, il y a ce qu'on peut appeler un partenariat, un vrai partenariat entre les PME et leurs donneurs d'ordre. Donneurs d'ordre étant beaucoup les grands groupes. Oui, les grands groupes équivalents à ceux qu'on a. Voilà, Siemens, Bosch, etc. ont des vrais partenariats avec leur PME, qui d'ailleurs ils appellent fournisseurs et pas sous-traitants. Les mots sont importants. En France, on appelle ça sous-traitant. C'est d'ailleurs drôle parce que dans son portrait, même dans votre discours de début d'émission, vous évoquiez le fait surtout ne pas être un sous-traitant, apporter de la valeur ajoutée, développer de la recherche et développement. Pourquoi cette obsession chez vous ? On voit bien dans votre discours là sur le jugement que vous portez sur l'Allemagne, c'est tout sauf ça finalement. Voilà, sous-traitant, on est considéré, c'est un mot péjoratif en France, on est considéré comme quelqu'un qui est aux ordres du donneur d'ordre et qui exécute les ordres. Point. Parce qu'on n'a pas de valeur ajoutée, du coup ça ne se joue que sur le prix éventuellement. Exactement, ça se réduit sur un certain nombre de critères comme le prix, les délais de paiement, etc. C'est aussi une différence avec l'Allemagne. Les paiements se feront à 30 jours en Allemagne. En France, heureusement qu'on a la LME maintenant avec 60 jours, mais elle était efficace cette LME d'ailleurs. Très efficace. Oui. Enfin pour nous non, notre entreprise non, parce qu'on avait déjà la chance d'avoir nos clients qui nous payaient déjà à 60 jours. Mais oui, je connais des entreprises qui ont bénéficié en termes de cash, et on parle de plusieurs milliards d'euros qui ont été injectés dans les PME grâce simplement avec des meilleurs délais de paiement. Exactement. Philippe Flamand. Est-ce que les relations que vous instaurez avec Astil Flash, le groupe auquel vous avez racheté une filiale récemment, est-ce que ces relations sont un peu de cette nature-là, de ce que vous voyez de bonnes pratiques qui se font en Allemagne ? Oui, c'est un vrai partenariat. Il faut un intérêt commun. Et bon, la différence là, en l'occurrence, c'est pas un donneur d'ordre, mais quand je parle des grands donneurs d'ordre, les relations sont pas de ce goût-là. Il y a une mise en concurrence systématique, il n'y a pas un partenariat à l'origine. Enfin, il y a les conditions de paiement, on en a parlé. Il y a
tout un tas de choses qui fait que on nous aide pas non plus. Enfin, je prends un autre exemple à l'export, on en parlait tout à l'heure. À l'export, les grands groupes allemands viennent chasser en groupe et viennent avec leur PME et on chasse en meute, c'est ça, c'est l'expression de chasser en meute. Ils les hébergent chez eux. Enfin, moi j'ai quelques remarques là-dessus. Siemens par exemple emmène ses fournisseurs au Canada et fait le recouvrement de créances pour ses fournisseurs par exemple. Je peux vous dire que ça a un autre poids que quand vous appelez un client, vous êtes installé au Canada, vous êtes une toute petite PME, vous appelez votre client pour recouvrir vos créances. Quand c'est Siemens qui le fait à votre place, ça n'a pas le même poids. Mais quelle est la limite, Pascal Veilla, de l'ingérence dans ce domaine-là? Parce qu'après ça devient de l'ingérence dans la gestion. Enfin, c'est à la fois formidable et un peu dangereux peut-être, non? C'est pas de l'ingérence. Enfin oui, on peut voir ici de l'ingérence, mais tant que ça reste de l'aide et que le capital est différent, les objectifs sont différents, il n'y a pas de souci. Donc en gros, vous nous dites de meilleures conditions de paiement, vous nous dites des gens qui fonctionnent comme de vrais partenaires, des entreprises qui se transmettent plus facilement et qui restent dans la famille ou dans la famille de l'entreprise elle-même, celle de ses salariés. Quels seraient les autres éléments? J'évoquais la solitude et j'évoquais vos activités, notamment votre forte implication dans des réseaux professionnels. Racontez-nous un peu comment vous pensez là aussi pouvoir faire la différence. Donc j'ai commencé avec le comité Richelieu, donc je me suis intégré au comité Richelieu justement. Rappelez-nous ce qu'est le comité Richelieu pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. C'est une association de PME innovantes qui a démarré il y a une vingtaine d'années et qui maintenant regroupe 200 entreprises qui sont d'industries complètement différentes, mais qui ont un point commun, elles sont innovantes. Donc d'accord. Plutôt PME. Ah oui, PME. Alors maintenant il y a une évolution, il y a aussi des ETI, il y a des toutes petites entreprises, mais il y a aussi des ETI. Mais on se retrouve sur quelques éléments pour simplifier. Justement la partie innovante avec tout ce qu'on peut travailler sur le statut de jeune entreprise innovante, sur le crédit d'impôt recherche, etc. Ça a été un certain nombre de points qu'on a fait valoir aux politiques. En gros, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous faites du lobbying lorsque notamment ces statuts sont menacés, parce que récemment on a beaucoup parlé effectivement de la remise en cause à la fois du crédit d'impôt recherche, de la jeune entreprise innovante. Comment agissez-vous dans ce domaine? Comment est-ce que ça se passe? Racontez-nous comment les coulisses du lobbying de PME française dans ce domaine. On commence, le comité Richelieu maintenant commence à être reconnu comme un organisme intéressant à interroger quand on a un programme ou quand on veut faire des nouvelles lois, etc. Donc on nous demande notre avis et puis on publie aussi régulièrement. Là on est en train de publier un certain nombre de mesures qui pourraient être intégrées dans les programmes des différents candidats à l'élection présidentielle. Donc on donne notre avis. On donne notre avis sur quelques éléments très pointus liés à nos sociétés. Il y a des risques majeurs dans les mois à venir pour vous de remise en cause de choses importantes telles que vous le ressentez au comité Richelieu par rapport justement à ce changement politique possible, quel que soit d'ailleurs le résultat. Mais est-ce que vous avez des appréhensions, vous, entrepreneurs innovants? Non, je crois pas. Je crois que le statut de jeune entreprise innovante, il y a eu un aller-retour. On comprend pas trop pourquoi, mais aller-retour, c'est-à-dire que le dossier est cassé aujourd'hui. Non, maintenant, apparemment, on revient sur le statut de jeune entreprise innovante qu'on avait supprimé. Mais la plus grosse crainte pourrait être sur le crédit d'impôt recherche, parce que c'est vraiment un dispositif qui, pour les sociétés innovantes, est absolument crucial. Et je pense que personne dans le paysage politique ne songe à revoir ce système. Donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. On aurait aimé, nous, comité Richelieu, que le statut le crédit d'impôt recherche soit différencié pour les PME et différencié pour les PME innovantes. C'est pas le cas. On va continuer à se battre pour ça. Pour avoir par exemple un pourcentage plus élevé de crédit d'impôt par rapport à l'effort de recherche, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Philippe ? Et alors par rapport à ce que vous voyez notamment en Allemagne, est-ce que les dispositifs en France pour aider ces jeunes entreprises innovantes, ou pas jeunes d'ailleurs, entreprises innovantes au sens large, sont suffisants? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire? Où on en est de cet accompagnement? Non, je pense qu'en France on a des systèmes qui sont plutôt performants. Il n'y a pas de meilleur système en Allemagne sur l'aide aux PME. Je vous dis, c'est plus l'écosystème qui est différent, qui fait que les PME se développent plus
plutôt que de mettre en place un tas de systèmes. À terme, les aides qu'on peut avoir ici ou là, on n'a pas forcément besoin de les avoir. Si on a un écosystème qui nous permet de nous développer sans ça. Donc oui, en France, on a des systèmes d'aide qui sont plutôt performants. Pascal Veilla, dernière question sur, je parlais de la solitude des PME françaises, mais la solitude de l'entrepreneur, est-ce que vous la ressentez ou pas, et comment vous luttez contre elle? Est-ce que j'évoquais les associations, je pensais au Centre des jeunes dirigeants, des choses comme ça. Est-ce que vous avez fait partie d'associations de cette nature? Comment l'entrepreneur que vous êtes arrive à ne pas rester seul? Oui, il faut se faire un réseau. Donc, à travers des différents, on a parlé du comité Richelieu, mais je fais partie de 3 ou 4 associations professionnelles, alors qui peuvent être comme le GIFAS par exemple, qui est le groupement des industries d'aéronautique et du spatial, où ça c'est complètement différent. On est à la fois Airbus et à la fois des PME comme nous, où on discute avec différentes personnes des perspectives de l'industrie. Donc c'est une autre manière de faire un réseau. En plus, commercialement pour nous, ça peut être très très intéressant. Donc je fais partie de différentes associations comme ça qui permettent de faire un réseau à la fois de dirigeants de PME mais aussi de grosses sociétés. Eh bien écoutez, merci infiniment en tout cas de nous avoir rejoints ce week-end. C'est la fin de ce numéro de l'entreprise BFM. Je vous rappelle que nous étions en compagnie ce week-end de Pascal Veilla, le président, directeur général de Mesonic Sericade. Nous nous retrouvons bien évidemment le week-end prochain pour un nouveau numéro de l'entreprise BFM. Bonne fin de week-end à tous. Restez avec nous sur BFM Business. Ciao.